Et Rodolphe Bonas vous propose un voyage dans le temps pour voir à quoi ressembleront nos villes là, demain, après-demain. Quand vous allez regarder ça, là, dans la minute qui suit, vous dites oui, oh, c'est sympa, mais c'est un peu de la science-fiction. Oui, non. Pas vraiment, William. Vous allez voir que finalement la science-fiction devient réalité, particulièrement quand on parle de nos villes. Et je vais d'abord vous emmener dans le désert saoudien, en Arabie Saoudite en effet, où là il y a un projet. Quel rapport Alors je vais vous expliquer parce qu'on est en train là de construire la ville la plus folle qu'on ait jamais pensée, jamais imaginée au monde. Ça s'appelle The Line. C'est une ville qui va faire 170 km de long. Donc vous imaginez ça, qui va s'élever entre 300 et 500 mètres de hauteur, donc c'est une ville absolument immense. Les parois, bien sûr, sont en verre, ce sont des panneaux réfléchissants. Si. Non, mais ça, c'est pas une ville, ça. C'est en train de se construire. Et cette ville-là, figurez-vous, voilà, vous voyez, tout ça va être mis en... Alors voilà, ça c'est condensé, tout est en hauteur et surtout, ça sera traversé par une ligne de TGV, ni moins que ça. Et normalement... Là, on traverse la ville, là ? Oui, exactement. Vous allez mettre à peu près 20 minutes pour aller d'un point à un autre. Et ce qui est incroyable. Tous les appartements se ressemblent. Alors oui, les appartements vont se ressembler, mais attention, tout va être agrégé de façon à faire en sorte que entre votre habitat, les restaurants où vous allez aimer aller, les écoles, l'endroit où vous allez travailler, eh bien vous soyez à moins de 5-6 minutes à pied. Bien évidemment, c'est pour ça que les gars ont pris une étendue énorme exactement. Et on s'est tous ramassés comme ça les uns les autres sur les donc voilà, ça c'est vous voyez, quand on parle de science-fiction, William, on y est, on est vraiment en train atroce, on dirait un film futuriste apocalyptique. C'est un mélange entre en effet un projet architectural et un projet carrément cinématographique parce que c'est absolument incroyable. Non, c'est pour longtemps. Ensuite, je veux vous emmener quand même en Chine parce qu'il y a un autre projet assez farfelu. Là, c'est différent, c'est un projet pavillonnaire. J'ai adoré cette idée. C'est clairement d'essayer d'installer des pavillons, non pas à même le sol, mais là, carrément en hauteur. Et donc là, vous prenez votre pavillon et vous rentrez dans votre pavillon par l'ascenseur. Et bien sûr, vous allez garer votre voiture avec l'ascenseur. C'est-à-dire que vous rentrez et bien sûr, on va vous amener à votre étage. Et après, on nous casse la tête pour baisser notre étage. Vous avez le garage de la voiture dans l'immeuble. Oui, exactement. C'est-à-dire en quelque sorte. En fait, à chaque fois, vous allez avec votre voiture et vous allez à l'étage de votre pavillon et vous garez votre voiture. Il n'y a que des pavillons. Il n'y a que des pavillons, oui. Mais ils se ressemblent tous. Oui, c'est exactement tous les mêmes. C'est le même principe que l'autre, là. C'est pas tout à fait parce que là, c'est en hauteur, l'autre est vertical. Tout ressemble à tout. Ah oui, tout va ressembler à tout, oui, bien sûr. Oui, d'accord. Alors, l'idée, c'est mais il y en a pas un qui va faire un petit, je sais pas, dans vos projets, là, un quartier sympa avec un peu d'arbres, une fontaine, je sais pas, des bancs. Vous allez voir, tout ça, ça va particulièrement, ces projets-là vont toucher les villes historiques, c'est-à-dire les villes que nous avons sur notre vieux continent européen, où là aussi, ce sont des défis absolument majeurs pour essayer de les réinventer et surtout de s'adapter au changement climatique, parce que je vous rappelle qu'on prévoit en 2050 à Paris des températures qui pourront monter jusqu'à 50 degrés, William. Ah, donc il faut transformer la ville. Alors, il faut absolument transformer la ville, William. Et la première des transformations, c'est bien sûr de la bourrée de technologie. On parle beaucoup de nos smartphones, qui veut dire téléphone intelligent. Ben aussi, on va avoir les villes intelligentes dans lesquelles on va les bourrer de capteurs pour arriver à calculer, bien évidemment, la consommation d'énergie de la ville, la consommation en eau, calculer nos transports, et essayer d'éradiquer au maximum le gaspillage, faire en sorte que tous les services administratifs puissent être logés dans nos fameux smartphones pour qu'on n'ait plus à se déplacer, qu'on puisse faire l'ensemble de ces économies. Mais ce qui va révolutionner, bien sûr, la ville, ce sont surtout les transports. Ça a commencé, bien sûr, par les transports individuels, les voitures que l'on voit avec la fameuse voiture autonome, mais surtout les transports en commun, où là, il y a de grandes révolutions qui sont en marche et déjà appliquées. Ben, il est temps, hein ? Eh bien, exactement, William. Et vous allez voir, une de ces innovations, qu'est-ce qu'on a fait, nous, chez WAM ? On a enquêté. On a enquêté, on est allé sur le terrain, on est allé auprès des équipes de la RATP qui vont vous présenter les premiers bus autonomes. Ça va faire plaisir à Anthony. Ce drôle de minibus est en réalité un petit bijou de technologie. Il est capable de rouler sans conducteur. À l'avenir, avec la maturité de la technologie,
très certainement, on aura probablement de plus en plus de ce type de véhicules. Sans conducteur, pas tout à fait. Une opératrice de conduite est systématiquement présente derrière le volant pour des questions de sécurité. Opératrice de conduite, c'est la personne qui est au volant et qui reprend en cas de danger ou quelque chose. En fait, il supervise tout ce qui se passe dans la voiture. Depuis plus de 2 mois, cette navette autonome sillonne les rues de la capitale. Quand elle sent que c'est une situation qui peut être dangereuse, elle s'arrête. Elle ne va pas chercher à passer là où il ne faut pas passer, elle va s'arrêter automatiquement. Objectif de l'expérience, étudier le comportement du véhicule au cœur du trafic parisien. On rencontre des difficultés qui sont similaires à celles des bus qui peuvent circuler, notamment avec des personnes qui sont garées en double file. La différence, c'est qu'un véhicule autonome ne va pas de lui-même franchir une ligne blanche ou doubler le véhicule garé. Pour repérer son parcours, le véhicule communique avec les feux rouges connectés qui lui indiquent les carrefours et les virages. Cette prouesse est rendue possible grâce à la kyrielle de capteurs dont est bardée la navette. Explication. Grâce aux antennes GPS qu'on voit qui sont fixées sur le toit, on sait au centimètre près où est placé le véhicule. Et pour se repérer, le véhicule, en fait, il a plein de petits rayons laser qui va cartographier son environnement. Il est capable de faire la différence entre les motos, les voitures, les bus, les piétons. Avec aucun accident à déplorer à ce jour, un bilan positif pour ces bus pas si autonomes que ça. Demain encore, les transports ne pourront pas se passer complètement de la main de l'homme. Il circule en ce moment, là ? Oui, ça circule, c'est en test. Alors, je veux aussi vous éclairer, William, quand même. Il faut savoir qu'à Châteauroux, ça existe sans aucun chauffeur. C'est-à-dire qu'à Châteauroux, il n'y a pas de superviseur. C'est-à-dire le véhicule fonctionne déjà 100% autonome. Mais il marche à quoi ? À l'électricité ? Tout est électrique, bien sûr. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, il va d'un point A à un point B. Mais il en faudrait des centaines à ce moment-là. Alors oui, c'est l'idée. Alors vous avez la ville de San Francisco où vous avez toute une compagnie de taxis sans chauffeur. C'est-à-dire si vous allez à San Francisco, vous commandez un petit peu sur votre application. Si l'idée c'est qu'on abandonne notre voiture thermique et que l'on prenne des trains, il en faut énormément. On laisse sa voiture à condition qu'il ne faut pas courir derrière le truc et l'attendre pendant 10 minutes. Il faudra un peu de temps, mais dans 20 ans, dans 30 ans... Vous avez raison, il va en falloir énormément des taxis comme cela, des transports comme cela. Il va falloir énormément de vélos électriques, il va falloir énormément aussi sans doute aussi d'appareils volants parce qu'on est en train de... Mais pourquoi sans chauffeur ? Je ne comprends pas pourquoi sans chauffeur. Alors, le chauffeur, c'est bien. Non, mais l'idée, bien sûr, c'est de démultiplier. C'est ce qu'expliquait William. C'est-à-dire que si on a des chauffeurs, après, on a des logiques et des contraintes économiques. Et il y a quand même ça derrière ça. Alors, je veux aussi vous emmener... Oui, allez-y, William. Non, objectif, c'est combien d'années ? Là, ça marche déjà. À Châteauroux, ça marche déjà. Là, je pense qu'à mon avis, d'ici 3-5 ans, on en aura énormément. Énormément. Beaucoup. Alors, je veux quand même vous emmener aussi en termes de nouvelles villes. Je vous emmène sur California Forever. Donc, en effet, on part aux États-Unis, là, découvrir ce projet absolument pharaonique qui est d'installer au milieu des déserts une ville qui serait 100% autonome en énergie. C'est toujours l'idée d'arriver à mettre ça en place. Donc, eux, ils vont s'équiper de fermes solaires, ils vont s'équiper de champs entiers de panneaux photovoltaïques que vous allez retrouver tout autour. Et là, vous voyez que l'ambiance de cette ville, c'est une ambiance extrêmement cosy, celle que vous aimez, William, petit village, un petit peu entre guillemets, entre l'Europe et les États-Unis. Eh bien, il faut savoir que cette ville, elle est financée par les milliardaires de la Silicon Valley. Vous savez pourquoi ? Je sais Parce pas. qu'ils d'abord, ils veulent être entre eux. Oui. Et ensuite, ils veulent avoir la sécurité maximum. Donc, c'est quasiment des bunkers. Alors, ils ont démarré parce qu'ils ont déjà choisi le terrain. 200 km² de terre ont été achetés et ils ont investi plus de 800 millions de dollars. Donc, c'est le début de ce grand projet California Forever. Oui. Bon, en France, là, c'est question d'autosuffisance. Ils pensent qu'à ça. Alors, c'est la clé. C'est la clé pour arriver à sauver la planète. C'est vraiment de créer des villes et des habitats qui soient autosuffisants. Je rappelle ce que c'est que l'autosuffisance. C'est-à-dire que votre habitat va produire plus d'énergie que ce que vous allez en consommer. Oui. C'est vraiment ça, ce concept-là. Donc, c'est pour ça qu'on va s'équiper de tous ces dispositifs. À la fois l'électricité, la chaleur... Exactement. Fabriquer l'eau. Exactement, l'eau. Et après, il faut rajouter aussi, maintenant, on rentre dans le dispositif aussi, est-ce qu'on peut être aussi autonome en alimentation ? C'est la raison pour laquelle, à Romainville, tout près ici de Paris, vous avez 2 tours qui abritent près de 700 mètres carrés de cultures maraîchères qui vont produire 12 tonnes de fruits et légumes
par an pour faire en sorte qu'on évite, bien sûr, tous les transports qui sont liés à véhiculer mais ce qui est intéressant ce sujet. Dans ce genre d'habitat, c'est que vous puissiez, si vous y habitez, ne pas sortir, mais faire votre marché. C'est ça. C'est exactement ça. J'ai pas d'huile d'olive, je vais chercher, je monte un étage. C'est exactement ça l'idée. William, vous avez tout compris. Bon, mais c'est quand même fermé, sinon pollution. Alors, c'est fermé. Il faut savoir qu'ici, à Porte de Versailles, il y a des marchés. Alors, concernant la température, pour faire face à cette problématique de température, vous savez qu'il va falloir faire descendre les degrés. Eh bien, qu'est-ce que l'on est en train de faire dans nos villes? C'est de créer ces fameux îlots fraîcheurs. Vous l'avez peut-être vu. Anne Hidalgo en a fait pas mal à Paris, c'est-à-dire qu'elle a condamné des places de parking pour créer des îlots fraîcheurs. Pourquoi? Parce que le seul moyen d'arriver à réhumidifier, à faire tomber la température, c'est de ramener la végétation. Non, ça c'est des murs végétalisés. Les îlots fraîcheurs, c'est par exemple quand dans une cour d'école, vous remplacez le béton où jouent les enfants par des zones dans lesquelles vous avez des arbres et de la terre, et du coup, ça fait descendre de 5 à 6 degrés. Vous voulez enlever les arbres au Champ de Mars, non? Alors, je te laisse gérer ta relation avec Anne Hidalgo. Voilà. Et ensuite, pour vous dire qu'il existe aussi, pour terminer, en Chine, des nouveaux centres commerciaux qui sont des centres commerciaux souterrains, c'est-à-dire qu'on laisse la nature exister à la surface, plus de béton, et tout se fait. Voilà, ça c'est exactement ça. Et il fera beaucoup moins chaud, voilà, ce centre commercial. Et c'est terminé. Et donc, du coup, c'était super. Et ben on a voilà. Et voilà. Et avec tout ça, ce pauvre homme, il n'a pas déjeuné, il va aller bosser après. Exactement. Et là, il va avoir faim ce soir, ça recommence. Merci beaucoup, Rodolphe. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis, aussi nombreux cette semaine.